Europe 1. 8h14, votre invité Sonia Mabrouk est l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Maurice Gourde-Montagne. Bonjour. Ce qui se passe en ce moment sur le plan européen est majeur. Une dizaine d'États membres, dont le Danemark, la Suède ou encore la Bulgarie, ont dit non à la transformation des traités et à l'abandon du vote à l'unanimité tel que voulu par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et soutenu par le président français Emmanuel Macron. Ce serait une révolution si c'était le cas? C'est un vieux sujet. C'est un vieux sujet qui revient maintenant parce que on s'aperçoit que dans la période que nous vivons, qui est une période à la fois post-Covid, une période où la guerre est à nos frontières, il est important que l'Union européenne puisse prendre rapidement des décisions. Ce que propose le président Macron, et qui est relayé par la présidente de la Commission, c'est effectivement de changer les procédures de décision au sein de l'Union européenne. Alors il y a actuellement des procédures de décision qui sont la prise de décision à l'unanimité. Il faut que l'ensemble des 27 États soient d'accord. Et puis, il y a quelques secteurs sur lesquels on peut décider à la majorité qualifiée. L'idée, c'est d'étendre cette majorité qualifiée pour aller plus vite. Par exemple, le climat. Par exemple, la santé, qui n'était pas dans les compétences de l'Union européenne, mais qui a permis quand même, grâce à une mobilisation pendant le Covid, d'avoir un pass vaccinal européen qui a facilité la vie de beaucoup de gens. Même si on est pour ou contre le pass vaccinal, on n'en avait qu'un seul, on aurait pu en avoir 27 différents. Et donc, ce sont des exemples. Il faudrait aller plus loin en matière de sécurité, de coopération policière, qui pour le moment se fait à l'unanimité. La politique étrangère, c'est encore un autre sujet. Donc, l'idée est lancée, ça veut dire modifier les traités, ça veut dire une mobilisation générale de l'ensemble des États. C'est très compliqué, c'est très long. Et évidemment, il y a des résistances, il va donc falloir convaincre. Mais comment convaincre? Je suis interpellée par ce que vous dites ce matin, Maurice Gourde-Montagne. Vous nous dites il faut aller plus vite. Donc, dans un souci d'efficacité, on vous entend. Pourtant, ces pays qui ont dit non, ils ne veulent pas abandonner leur souveraineté nationale. Ils disent que ce serait un saut fédéral qu'ils refusent, tout simplement. Cette sensibilité, on le sait, elle existe aussi chez nous. Oui. Nous n'avons pas envie d'abandonner notre souveraineté. Par exemple, dans le domaine de la fiscalité, qui est un domaine où on vote à l'unanimité, il est évident que ce sont les parlements nationaux qui décident de la fiscalité, du niveau des impôts, car la raison d'être des parlements, c'est précisément de voter l'impôt à l'origine. Donc, il s'agit de voir jusqu'où et comment on peut essayer. Quand je dis d'aller plus vite, il ne s'agit pas d'absorber les compétences des uns et des autres, mais sur certains points particuliers, faire un peu mieux, sans tomber dans un fédéralisme que la plupart des pays récusent. Parce qu'à minima, est-ce qu'il ne faudrait pas un référendum pour savoir si on veut aller vers cette Europe-là ? Alors évidemment, il y a des transferts de souveraineté supplémentaires, on entre dans un domaine où il faut consulter le peuple, ça peut se faire de différentes manières, et on sait qu'en France, il y a des référendums, dans d'autres pays, il y a d'autres types de consultations, certains pays n'ont pas de référendum du tout, c'est le cas de l'Allemagne par exemple. Parce que l'objectif, Maurice Gourde-Montagne, c'est d'aller vers une nouvelle communauté aussi politique européenne, en tout cas c'est l'objectif plus large d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il s'agit de nous fondre dans une grande communauté européenne, une sorte de fourre-tout ? Alors, le président Macron, en faisant cette proposition, revient sur une idée qui existait déjà à l'époque où l'Union soviétique s'est effondrée. L'idée à l'époque, qui était celle de la France et qui était celle du président Mitterrand, était que l'Union européenne ne pouvait pas structurer tout cet ensemble à elle seule. L'OTAN, par ailleurs, ne pouvait pas non plus structurer. Et donc, il fallait inventer quelque chose d'autre. Ça a été l'idée de la Confédération européenne. Cette Confédération européenne, elle avait pour objectif de faciliter un peu ce que reprend maintenant le président Macron, c'est-à-dire des coopérations dans le domaine de la sécurité, oui, dans le domaine des investissements, etc. Mais elle est mornée à l'époque. Alors, elle est mornée parce que dans le contexte de l'époque, nous étions euphoriques. C'était la victoire de la démocratie sur la dictature communiste, et on se disait que somme toute, tout irait bien comme ça. Mais ce qu'on peut constater, c'est que rien n'a remplacé le système qui préexistait du temps de la guerre froide, notamment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine, je dirais, du partage de valeurs que l'on pouvait imaginer susciter chez ceux qui arrivaient de l'autre côté. Et donc, l'idée a été lancée, elle a été combattue par les Américains, il faut le dire clairement. L'Allemagne n'était pas d'accord. D'abord les Américains qui pensaient qu'il fallait qu'ils puissent conserver leur rôle de parrain de l'Europe. Les Allemands avaient une forte hésitation et les Allemands étaient déjà extrêmement occupés avec la reconstruction d'une Allemagne qui avait été divisée pendant 40 ans, avec les Polonais, avec la Russie elle-même. Il y avait eu à cette époque toute une floraison de pactes, le traité germano-soviétique, le traité de paix germano-polonais, etc. Et donc ils avaient autre chose à faire. Vous aviez les institutions européennes qui elles-mêmes sont très conservatrices,
conservatrices par nature, et donc il fallait les pousser. Et donc, in fine, le projet qui était en face, c'était celui de maison commune de Gorbatchev. On a oublié tout ça. Donc, le projet n'a pas marché, et une raison principale, nous étions seuls. Mais alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il marcherait? Pourquoi les Américains sont toujours ou se voient toujours en parrain de l'Europe, pour reprendre votre expression? Alors, la question est l'échec de cette confédération. On l'a constaté, et d'ailleurs Hubert Védrine le raconte très bien dans son livre sur les mondes de François Mitterrand. On l'a constaté aux assises de la Confédération européenne qui avaient lieu à Prague au début de 1991. Et à l'époque, c'était une espèce de succès d'estime et un échec politique. Mais nous étions seuls. Aujourd'hui, je constate que malgré la réaction plutôt négative d'une quinzaine de pays de l'Union européenne, et notamment des centres européens, des pays de l'Europe centrale et orientale, eh bien, les Allemands sont plutôt pour. Il va donc falloir tricoter, travailler, élaborer un projet qui tienne et essayer d'en convaincre les uns après les autres. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais l'idée mérite quand même, malgré un échec antérieur dans un autre contexte, de reprendre parce que nous sommes tous des voisins qui devons vivre ensemble, travailler ensemble et assurer notre sécurité ensemble. Alors, parlons de ce voisin, évidemment, la Russie. Et pour revenir à ce que disent les Américains, Maurice Gourdeau-Montagne, le renseignement américain, ou plus précisément, c'est une organisation qui est directement liée à Joe Biden, à la présidence américaine, avertit que Poutine pourrait aller au-delà de l'Ukraine, au-delà du Donbass, dans la région de la Transnistrie, en Moldavie. Est-ce que l'extension du conflit est inévitable ? Alors, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit par cette directrice du renseignement national américain, qui dépend directement de Joe Biden, et qui n'est pas la CIA, c'est encore autre chose. C'est différent. Je pense qu'on lui a demandé de s'exprimer publiquement. C'est une opération à destination des opinions. Attendez, ça veut dire que c'est une prise de position politique? C'est une information, et c'est une information sur une évaluation américaine, et c'est une prise de position politique. Je pense que ça confirme clairement que nous nous installons dans la guerre. Nous nous installons dans la guerre, une guerre qui n'est pas terminée, et de ce point de vue-là, je crois que chacun en est bien conscient. Les sanctions n'ont pas encore porté leur véritable effet. Il y a eu 5 trains de sanctions et un 6e en préparation. Est-ce qu'on va pouvoir, entre Européens, se passer du pétrole russe? Vous avez vu que Mme von der Leyen et le président Macron sont intervenus auprès de Orban, le Premier ministre hongrois. On essaie d'intervenir auprès des Slovaques. Ils dépendent entièrement du pétrole et du gaz russe. Et donc, si on coupe, ça veut dire que leur économie s'effondre. Donc, oui, on est dans cette... On continue. Et la nôtre est sous tension, avec une période inflationniste. Exactement, ça a été rappelé tout à l'heure. Les perspectives de croissance sont assez faibles. Donc, on s'installe dans la guerre, les sanctions, les livraisons d'armes. La Chambre des représentants vient de voter 40 milliards, dont sans doute 20 à 30 milliards de matériel militaire. Et de notre côté, les décisions que nous avons prises sur les livraisons d'armement lourd sont en train d'être effectuées, d'être exécutées. Donc, vous avez de l'autre côté les Russes, qui évidemment sont en train de concentrer l'essentiel de leurs forces sur le littoral de la mer Noire et de la mer d'Azov. Est-ce qu'ils iront jusqu'à Odessa? Nous n'en savons rien. Quels sont les buts de guerre des uns et des autres? C'est important ce que vous dites, un but de guerre. C'est-à-dire Odessa pourrait être un point culminant de cette guerre en contrôlant ainsi les accès à la mer d'Azov et à la mer Noire. Odessa est un point qui n'est pas encore résolu, qui nécessitera des gros moyens vraisemblablement, c'est ce que disent les experts militaires, et qu'il fera intervenir d'autres pays, parce que la Turquie ne restera pas insensible à une offensive sur Odessa. Elle est compliquée, parce qu'en fait, les bateaux russes ne peuvent pas passer dans la mer Noire, ils sont bloqués au titre d'une convention internationale par les Turcs à l'entrée de la mer Noire, sauf ceux qui sont déjà à Sébastopol. Donc c'est une affaire qui est en train de monter. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que les choses commencent un peu à se décanter. De quel côté? Alors c'est très important, ces signaux-là, ces signaux faibles sont à analyser. Est-ce que c'est du côté de la Chine? Est-ce que des discussions, en tout cas des négociations, sont à entrevoir? Alors, on est à, comme vous le dites, ce sont des signaux faibles, mais il faut les observer. Quand je dis la situation se décante, je dis en même temps que la guerre se poursuit et que un dérapage est toujours possible, que les buts de guerre de Poutine ne sont pas clairs. On parle de la Transnistrie. Pourquoi la Transnistrie? Peut-être la Transnistrie, mais ça peut être aussi bien remonter sur Kharkov. Il y a une offensive d'encerclement de l'armée ukrainienne qui est également envisagée. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses. Les signaux faibles, c'est ce que pensent les autres à l'extérieur, c'est ce qu'ils disent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les Chinois. On dit les Chinois et les Russes sont ensemble depuis longtemps, et ça a été confirmé au début des Jeux Olympiques dans une alliance qui était annoncée comme sans limite, une coopération sans limite. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les Chinois, depuis le départ, cherchent à préserver
les liens essentiels pour eux avec le monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, avec lesquels ils font l'essentiel de leur commerce extérieur. Ils cherchent à préserver leurs intérêts. Leurs intérêts et leur croissance, et donc leur stabilité politique. Dès le début, l'ambassadeur américain à Washington a dit en public, c'était donc validé, que la Chine n'était pas au courant de l'intervention russe en Ukraine. On peut s'en étonner, n'empêche, c'est la phrase qui a été, c'est ce qui a été dit officiellement. Ça veut dire qu'on se méfie de quelqu'un qui ne vous informe pas. Deuxièmement, après l'intervention du président Poutine le 9 mai, où on nous avait annoncé la guerre, la mobilisation générale, les Chinois, dans un journal en anglais, qui est donc à diffusion externe, pour dire voilà ce que nous pensons, considèrent que ce discours n'est pas un discours jusqu'au boutiste, n'est pas un discours guerrier, et qu'il n'y a pas de mention, je dirais... De l'arme nucléaire, extrême, de la guerre totale. Exactement. Et donc, qu'il y aurait des marges de manœuvre possibles. Et puis, hier est sorti et divulgué assez librement un rapport de l'ancien ambassadeur chinois en Ukraine, qui lui fait un bilan de la Russie, en disant que non seulement il y a cet échec stratégique, mais que la Russie a été incapable de succéder à l'Union soviétique et de développer un système qui fonctionne. Ce qui est une prise de distance. Alors, la propagande officielle chinoise, qui est différente de ce genre de textes qui sont distribués par ailleurs, elle continue à développer les thèses russes. Mais il n'y a aucun geste de la Chine pour soutenir la Russie jusqu'à présent. Ça, c'est très très important évidemment à analyser. Il y a une autre donnée, Maurice Gourde-Montagne. Vous avez, tout au long de votre carrière, vous avez eu à traiter de nombreux conflits. Lorsque vous étiez conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée, il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan. Vous savez qu'il faut prendre aussi avec prudence et mesure certaines informations dont on vient de parler, comme le renseignement américain. Il faut qu'on s'intéresse à ce que pense le monde entier. Comment il nous regarde? Comment il regarde cette guerre? Parce qu'il y a d'autres guerres aussi qui se déroulent dans le monde. Il y a le Yémen, dont on ne parle pas. Comment les autres puissances, comme l'Inde, regardent cette guerre sur le sol européen? Alors, on a vu déjà à travers certains votes aux Nations Unies, c'est toute l'utilité des Nations Unies, de réunir l'ensemble des pays du monde, de les laisser s'exprimer sur un sujet ou sur un autre. Il y a eu beaucoup d'abstentions, une quarantaine d'abstentions sur 190 pays, très peu de pays en faveur de la Russie, 5 ou 6, mais des abstentions. Et le nombre d'abstentions n'a fait que grandir. Et donc, d'une certaine manière, ces pays nous regardent en disant c'est un conflit entre blancs, c'est un conflit entre l'OTAN, les Américains et la Russie. Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que nous devons prendre parti? Et en l'occurrence, regardons par exemple l'Inde. L'Inde, le Premier ministre Narendra Modi était en France en visite la semaine dernière. Nous avons essayé, comme partout où il va dans les pays occidentaux, de le convaincre de se rallier à cette condamnation. Oui, ils condamnent, mais somme toute, ils veulent préserver leur relation avec la Russie. Et pour une autre raison, c'est que ils sont voisins de la Chine. Et donc, ils ont besoin de l'alliance russe face aux Chinois. Donc, chaque sujet est compliqué. Quand on regarde l'Arabie Saoudite, il y a une pénurie de pétrole sur les marchés internationaux. On a donc demandé à l'OPEP de produire plus. L'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial de pétrole, a décidé de ne pas produire plus. Donc les prix continuent à être élevés. Et alors le monde entier nous regarde parce que les pays d'Afrique, par exemple, ou les pays d'Afrique du Nord, eux sont très dépendants des livraisons, non seulement, enfin pas d'énergie, mais des livraisons essentiellement de céréales. Bien sûr. Et donc toutes ces livraisons de blé, tendre, de blé dur, tout ce qu'on veut, ces livraisons de céréales sont interrompues parce que les ports de la mer d'Azov et de la mer Noire sont bloqués actuellement. Avec le spectre des crises de famine et des graves... risques. Et donc, ces pays se disent, après tout, est-ce qu'il n'y a pas temps de continuer à prendre nos distances, car ce conflit, il est négatif pour nous. Faisons très attention, car des circuits économiques, des circuits d'échange, des circuits financiers sont en train de se reconstituer en dehors de nous, en dehors des Européens, en dehors des Américains. Les Russes vont continuer à exporter par d'autres moyens. Les Ukrainiens, eux, sont dans une situation plus compliquée, effectivement. Mais les Chinois vont continuer à acheter aux Russes. Tous ces pays vont continuer à acheter aux Russes. Et donc, nous sommes, je dirais, en train de perdre des canaux et des circuits économiques qui sont très importants pour nous et dont ces pays ne peuvent pas se passer. Ainsi va le monde. Pour conclure, Maurice Gourde-Montagne, quoi qu'il arrive à Poutine, la Russie, elle, ne va pas déménager. Ce sera toujours notre voisin, nourri en grande partie à l'idéologie conquérante, belliciste. Comment assurer notre sécurité à long terme? Comment dormir, si je puis dire, sur nos deux oreilles dans les 10, 20, 30 prochaines années?
Il faut revenir à la question, que voulons-nous faire de cette guerre? Est-ce que ce que nous voulons en faire, nous les Européens, correspond exactement à ce que les Américains veulent en faire? Aujourd'hui, c'est devenu une guerre américaine contre la Russie. C'est clair. Et avec l'idée, qui a déjà été annoncée par le président Biden, et même si elle a été un peu démentie, de faire sortir Poutine. Nous aurons les Russes à nos portes, quoi qu'il arrive. Ils ont les caractéristiques que vous avez dites. Ce ne sont pas des partenaires faciles, mais ce sont nos voisins. Ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux. Nous avons surtout besoin, un peu comme quand on habite dans une copropriété, eh bien d'avoir un minimum de règles de comportement. Il s'agit donc de préparer dès maintenant les principes sur lesquels nous allons travailler. Nous allons construire la paix. N'oublions pas le mot paix. Je pense que les paroles du président de la République en disant qu'il ne fallait pas humilier la Russie, que nous n'étions pas en guerre avec la Russie, étaient nécessaires d'être rappelées. Parce qu'il faut créer les conditions où un jour on va pouvoir enfin, lorsque les rapports de force vont être fixés, entrer dans une discussion autour de la table. On n'y échappera pas, il faudra le faire, et on ne choisit pas toujours ses interlocuteurs. Parler du mot paix, on aimerait qu'il devienne concret maintenant. Merci Maurice Gourdeau-Montagne, merci pour cet éclairage ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous. Merci beaucoup.